Rémi le vegan. Jusqu'à l'âge de 10 ans, Rémi était un petit garçon tout à fait normal. Mangeait sans trop rechigner, aimait jouer avec ses rares copains près du skatepark, et adorait sa grand-mère. Mais le 5 février de ses 10 ans, tout bascula. Il avait eu un petit lapin blanc pour Noël, de la part de sa grand-mère. Son père avait maugréé que c'était un truc pour les gonzesses, d'autant plus que cela venait de sa mère à lui, avec qui il ne s'entendait pas très bien. Mais pour une fois, Rémi n'y avait pas prêté attention. Son cœur s'était enflammé d'amour pour cette petite boule de poil. Un sentiment qu'il n'avait pas ressenti lui-même depuis fort longtemps, et qui semblait s'être mis en hibernation, jusqu'à ce qu'il prenne cet être innocent dans ses petites mains. Le lapin l'avait regardé de ses grands yeux noirs, et Rémi avait senti déferler en lui une vague d'amour. Tout cet amour que ne lui avait jamais donné sa mère, l'ayant abandonné 2 ans plus tôt, ni son père, à l'éducation rude et brutale, très brutale. Le 5 février, des flocons blancs avaient recouvert le village d'un petit duvet cristallin. Neige, c'était le nom que Rémi avait donné à sa boule de poil, s'était aventuré dans la forêt jouxtant le pavillon, en passant à travers un trou du grillage. Le temps que Rémi fasse le tour de la maison pour rejoindre le chemin sur lequel il avait vu Neige sautiller, il y avait eu une détonation. Il avait couru la peur au ventre, pressentant un malheur horrible. Il s'était arrêté de courir et avait marché vers les traces de pattes qu'avait laissées Neige sur le chemin et qui bifurquaient vers la forêt. C'est alors qu'il s'était immobilisé. Les fourrés avaient bougé. En était sorti un chasseur, tenant par les oreilles Neige, dont le poil blanc se teintait de rouge. Le chasseur avait regardé désolé le petit garçon. Il lui avait déposé dans ses petits bras le corps souffreteux de son lapin qui agonisait, en bredouillant de vagues excuses. Il avait vu bouger les herbes, il avait cru que c'était une poule d'eau. Mais Rémi ne l'entendait pas. Le sang battant ses tempes était bien trop fort. Et pourtant d'aspect extérieur il était calme. Il ne disait pas un mot. Il était prostré, les yeux incrédules posés sur le corps tremblotant de Neige. Dans sa tête, des mots, des questions tournaient en rond sans qu'il puisse y apporter de réponse. « Il a mal. Il a mal. Comment faire pour qu'il n'ait plus mal ?» Le chasseur lui avait demandé où il habitait, mais Rémi était resté muet. Puis le lapin avait rendu son dernier souffle. Et Rémi avait redressé la tête, l'avait tourné à la manière de ces automates que l'on voit dans les vitrines à Noël, vers le visage de l'homme. Et sans prononcer un mot, s'en était retourné chez lui. L'homme, embarrassé, aurait voulu le raccompagner chez lui, mais dans les yeux du petit garçon, il y avait vu non pas de la colère ou bien de la tristesse, mais de la folie. C'est ce qu'il dira 15 ans plus tard. Et Rémi avait pris une pelle dans le cabanon, avait creusé un trou près du cerisier et avait enterré son lapin blanc. Puis, sans se déchausser, les vêtements et les chaussures pleines de terre, il était monté dans sa chambre et s'était allongé sur son lit, les yeux rivés au plafond. Alors seulement, il s'était mis à pleurer. 15 ans plus tard, dans les bois de Mille-la-Forêt, la gendarmerie délimitait un cordon de sécurité autour d'un corps lacéré et déchiqueté. C'était un chasseur qui habitait Boutigny-sur-Essonne, le village d'à côté. Le sergent Stéphane Camplin s'approcha du médecin légiste Fred Callot, qui étudiait le corps morcelé du chasseur. « Oh, c'est pas joli à voir », dit-il avec une grimace de dégoût. « Bonjour, sergent. Non, je vous le confirme, ce n'est pas joli du tout. » Vous croyez que c'est une bête qui a fait ça ? Une bête, sergent ? Je ne sais pas. Cela me paraît peu probable. Le sergent regarda le médecin avec intérêt. Depuis qu'ils se côtoyaient, professionnellement parlant, il ne l'avait jamais vu si perplexe. Quelque chose ne va pas ? S'enquit-il alors ? À vrai dire, non, répondit l'autre en tortillant sa bouche sur le côté. Il y a un truc qui cloche. Regardez. Il a été lacéré de haut en bas, en partant du côté droit de la poitrine jusqu'à la hanche gauche. Lui désigna-t-il du doigt. Cela l'a littéralement ouvert en deux. Je ne sais pas ce qui a fait ça. Mais la bête,
bien que cela m'étonnerait que c'en soit une, est doté d'une force prodigieuse, et d'une arme, sergent, un ustensile, une griffe, que sais-je, extrêmement tranchante. Les côtes et l'os iliaque ont été découpés presque chirurgicalement. Que voulez-vous dire, docteur? Aurait-on affaire à un ours, une bête sauvage échappée d'un zoo? Non. À bien y réfléchir, en fait, je ne vois aucun animal sauvage capable de produire une telle chose. Un ours, un lion ou tout autre animal de ce genre, la serre, taillade. Là, les côtes ont une coupe nette et franche. Le médecin légiste pensif fixa le sergent, puis il dit: Voyez-vous, à mon humble avis, rien, vous m'entendez, rien dans le monde du vivant n'est capable de couper l'os de la hanche de cette manière. Un silence se fit entre les deux hommes, puis le médecin légiste conclua: Sergent, il me semble qu'on a affaire à un meurtre. Pourtant, des empreintes ressemblant à celles de sanglier avaient été retrouvées autour du cadavre. Dans la région, ce n'était pas étonnant. Cependant, la profondeur des marques dans le sol laissait entrevoir un animal aux dimensions hors normes. Sur place, un responsable de la fédération de chasse départementale était arrivé. Stéphane Camplin en profita pour le questionner. « Avez-vous déjà vu ce genre d'empreinte ?»« Ça ressemble à des traces de sanglier. Mais je vous avoue que je n'ai jamais vu ça. » répondit le responsable en examinant les empreintes dans la terre. Un sanglier mâle peut peser 150 à 160 kilos, avec une hauteur au garrot allant de 60 cm à 1m15. Mais là, si je me réfère à ce que je vois, on aurait affaire à un spécimen pesant pas loin de 500 kilos. Et probablement 2 fois plus grand qu'un sanglier normal. Le responsable de chasse se redressa et avoua. Pour moi, c'est tout à fait inconcevable. Le sergent hocha la tête. C'est bien ce que je pensais. Il se peut que cette race ait été volontairement mise là pour maquiller ce meurtre en accident de chasse. Vous êtes souvent victime de menaces. Des menaces, sergent, s'exclama l'homme acrimonieux. On en reçoit fréquemment. Les gens ont une vision tronquée de la chasse. Nous ne sommes pas des bourreaux sanguinaires et cruels. Nous ne prenons pas plaisir à tuer, nous ne sommes pas des Parisiens. Des Parisiens ? Demanda le sergent en arquant un sourcil, lui-même venant de la capitale. Vous savez, expliqua l'homme, avant de pratiquer la chasse, il faut se soumettre à une formation, puis à un examen théorique et pratique. Il faut connaître le droit qui encadre les armes, reconnaître les espèces, celles que l'on peut chasser et celles qui sont protégées. Sans parler des centaines d'arrêtés ministériels et préfectoraux, qui viennent s'ajouter au code de l'environnement. Quand on part chasser, on part d'abord parcourir la nature. Entrer sans avoir usé une seule cartouche n'est pas rare, mais il y a des gens, on les appelle les Parisiens, qui veulent tirer à tout prix. Ils veulent leur trophée, ils veulent rentabiliser ce permis de chasse durement obtenu, et ils veulent se soulager après leur semaine de travail dans les bureaux. Vous voyez ce que je veux dire? Le sergent acquiesça silencieusement. Ce sont eux qui portent préjudice à l'image des chasseurs. Je comprends, dit le sergent. Il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. L'homme dévisagea le sergent ne sachant si c'était du lard ou du cochon. Il n'arriva pas à le sonder et ne dit mot. Cet homme, c'était un Parisien ? Non, sergent. Lui, c'était un vrai, un pur, un... L'homme se tut pris par l'émotion. Puis le sergent posa d'autres questions, mais au final, il n'eut rien de probant pouvant l'amener sur une piste. Le responsable de chasse prit congé du sergent. Puis, quelques heures plus tard, la police technique et scientifique, le médecin légiste et le sergent remballèrent leurs affaires et rentrèrent remplir la paperasse. Le week-end suivant, un nouveau chasseur était tué. Mais cette fois-ci, il y avait un témoin oculaire. Les gyrophares de la police éclairaient les murs d'un corps de ferme. L'homme qui avait assisté à la scène avait couru jusqu'ici depuis le lieu du crime et avait demandé au propriétaire d'appeler la police. Il était encore en état de choc lorsque le sergent et ses hommes arrivèrent. Après une bonne rasade d'une eau-de-vie maison, le témoin se calma, et il put enfin décrire aux policiers ce qui s'était passé. Lui et son beau-frère étaient partis tôt ce matin pour tirer le lièvre. Alors qu'ils s'écartaient du chemin pour s'enfoncer dans les sous-bois, mais toujours en gardant le champ de maïs sur leur droite, avait surgi dessous les hautes fougères un énorme sanglier. Il était gigantesque, terrifiant, et il avait des défenses de chaque côté de son groin qui mesuraient bien 1 mètre de long et qui miroitaient comme du métal. Il avait foncé sur eux deux.
Ils avaient tiré 2 fois chacun et il l'avait touché, il en était sûr. Mais la bête n'avait pas dévié de sa trajectoire. L'homme dit s'être jeté sur le côté quand, se redressant, il avait vu son beau-frère être soulevé de terre, transpercé par les 2 défenses de l'animal qui ressortaient dans son dos. Puis les défenses étaient ouvertes comme une paire de ciseaux. Et il y avait eu du sang. Beaucoup de sang. L'homme, tremblotant encore de peur, se resservit un verre d'eau de vie et dit ensuite avoir détalé comme un lièvre. Le sergent ensuite rejoignit le médecin légiste sur la scène du crime et lui fit part du témoignage. « On aurait affaire à un robot sanglier, alors ?» dit le médecin avec ce ton calme et analytique qui caractérise les gens de sa profession. « Ce qui expliquerait ses coupes franches et la force déployée. »« Un robot, vous y croyez, vous ? C'est tout de même plus probable qu'un ours. » Fit le sergent pensif, en scrutant autour de lui. « Je crois qu'il va falloir interdire l'accès à la forêt et sécuriser les habitations à proximité. Ils ont pas une école dans les bois à Boutigny ? » « Oui, l'école des singes verts. Vous savez que j'y ai fait ma scolarité quand j'étais petit. »« Non, je ne savais pas. » dit le sergent indifférent, oppressé par cette forêt insondable. Le médecin sourit. « Vous n'êtes pas dans votre élément ici, hein ? » ?»« Non. Ça fait 5 ans que j'ai été muté dans la région, mais... même si j'apprécie la quiétude de la campagne... ma forêt à moi, ma jungle, ça sera toujours la ville. » 2 jours plus tard, le médecin légiste contacta le sergent Camplin. « Allô, sergent ? » ?»« Oui. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant sur le corps ? » ?»« Non, pas sur le corps. J'ai contacté un ami qui travaille dans le domaine de la recherche robotique. Il m'a parlé d'une affaire au sein d'une filiale de Boston Dynamics qui pourrait avoir un lien avec notre robot tueur. »« Boston Dynamics ?» demanda Stéphane. « C'est une entreprise très en avance sur la robotique. Ils font notamment des robots pour l'armée, des robots doués d'un équilibre surprenant et même des robots chiens qui dansent. » Ok. Et concernant notre affaire ? Un de leurs employés, un Français, est suspecté d'avoir dérobé du matériel et des plans, il y a un peu plus d'1 an. Il a disparu sans laisser de traces. Et en quoi cela nous concerne ? Il était spécialisé dans le mimétisme robot-animal. Il travaillait sur un prototype, je vous le donne en 1000, un sanglier. Et vous savez quoi ? Il habitait petit le village de Chancueil, à quelques kilomètres du drame. « Oh, on tient peut-être une piste, » dit le sergent. « Beau travail, docteur. Comment s'appelle le zig ? » Rémi Pinault. « Rémi Pinault ? Oui, je m'en rappelle » dit sur le perron de son pavillon la femme en robe de chambre que le sergent questionnait. L'un des voisins qui passait devant la maison dit bonjour à la dame qui l'interpella. « Roger, viens donc voir, dis, tu te rappelles du petit Pinault ?»« Rémi ? Pour sûr que je m'en rappelle. Qu'est-ce qui lui arrive donc ? » ?»« Le monsieur de la gendarmerie voudrait des informations sur la famille. »« Bonjour, monsieur. »« Monsieur, » répondit Stéphane poliment. « Vous connaissiez bien la famille, Pinault ? » ?»« Ah, pour sûr que je les connaissais. J'avais entraîné Rémi au foot 2 années de suite, avant que... » « Avant que quoi ? » ?»« Avant qu'il change. »« Oui, je me rappelle, » intervint la dame. « Du jour au lendemain, le petit Rémi est devenu tout bizarre. Il parlait plus, il riait plus. Il mangeait plus de viande. Son père en faisait tout un pataquès. »« Vous pourriez m'indiquer où il habitait ? » demanda Stéphane. « Oh, c'est pas compliqué, c'est la maison dans la rue voisine au 4. » Le sergent les remercia et allait partir quand Roger l'arrêta. « Il n'y a plus personne. Vous n'y trouverez plus le père. Si c'est lui que vous cherchez, il est mort. » Roger et la dame échangèrent un rapide coup d'œil, semblant évoquer ce genre de secret que chaque village garde honteusement. « Que s'est-il passé ?» s'enquit Stéphane. « Le père de Rémi, c'était pas un drôle, » dit Roger. « Ni un tendre, » renchérit la dame. « Sa femme avait foutu le camp et il élevait son gamin comme il pouvait. Il n'y a pas de mode d'emploi avec le môme quand il vient au monde. On devrait savoir que c'est normal que le gamin cherche à s'émanciper, à s'affirmer, que cela passe par l'opposition aux parents, mais... quand t'es tout seul à élever ton gosse, et puis... il y en a qui sont pas faits pour être pères. » La dame acquiesça de la tête, la mine triste. « Et comment est-il mort, alors ?» demanda Stéphane calmement. « Il s'est suicidé avec son fusil de chasse, tout neuf.
Il venait tout juste d'avoir son permis de chasse. Rémi fut placé en foyer. Sa grand-mère, seule parente encore vivante, vivait avec une petite retraite dans l'un de ces mouroirs qu'on appelle maison de retraite. Depuis, on l'a plus jamais revu. « C'était pas Maurice qui avait tué le lapin du gosse ?» demanda la dame à Roger. « C'est pas après ça que Rémi il a changé ?» Roger opina du chef brièvement, comme s'il ne voulait pas revenir sur ce qui s'était passé. Stéphane observa l'homme et la dame. Il sentait qu'on lui cachait une partie de la vérité, mais il n'insista pas. Il les remercia et s'en retourna à son véhicule. Au moment où il ouvrait la porte, Roger l'interpella. « Excusez-moi, mais vous êtes là pour le chasseur qui est mort à Boutigny ?» Stéphane, une main toujours sur la poignée de la portière, tourna la tête vers Roger et l'observa avant de dire « Peut-être ». Roger grimaça quelque peu. Ce genre de grimace qui ressemble plus à un tic nerveux qu'à autre chose, et qui survient quand on garde en nous des choses qui ne demandent qu'à sortir. Il parla enfin. « Dans le village, il y a pas mal de chasseurs, ils vous le diront tous. Dans la position qu'il était quand on a retrouvé le père Pinot mort, c'était pas possible qu'il se soit tué tout seul. » Vous en avez parlé à la police à l'époque ? Je vous l'ai dit. Père Pinot, c'était pas un drôle. Il y en a qui sont pas faits pour être père. Lui, il aurait pas dû l'être du tout. Rémi avait bien assez souffert comme ça. Puis il dit enfin ce qui le tracassait vraiment. Rémi, il aimait pas les chasseurs. Puis, ayant dit ce qu'il avait à dire, Roger lui fit au revoir de la tête et tourna les talons. Stéphane remonta dans sa voiture et pensa. Chaque village a ses petits secrets. Combien de cadavres, combien d'incestes, combien de petits larcins, combien de secrets cachés qui pèsent sur leur âme gardent-ils enfouis. Il secoua la tête. À chacun son fardeau. Tôt ou tard, les démons finissent par remonter à la surface. Il démarra et s'en retourna à la gendarmerie. Toutes les recherches étaient concentrées sur Rémi Pinot. Ils réussirent à retracer son parcours depuis son retour sur les territoires français, grâce à son téléphone portable. Puis ils perdirent sa trace sur près de 2 mois, avant de le voir réapparaître au sein d'un groupe extrémiste de véganes qui avait vandalisé des boucheries. Certains membres de ce groupe avaient été arrêtés et relâchés en attendant leur procès. Stéphane Camplin décida de les réinterroger. Ce fut une des véganes, une certaine Ludivine, qui, semble-t-il, avait eu le béguin pour Rémi, qui les mit sur la piste du jeune homme. « Il a une douleur en lui, » disait-elle. « C'est pas de ma faute, je suis attiré par les écorchés vifs. Ce qui le mettait en colère, c'était la chasse et les chasseurs. J'ai jamais vu autant de rage dans les yeux d'un homme. Et qu'il était beau quand ce feu brûlait dans ses yeux. Mais il nous a laissé tomber, dit-elle avec du venin dans la voix. Il a dû retourner sur son rocher. Il m'a dit qu'il aimait se retrouver seul là-haut, qu'il aimait voir la nuit les lumières des maisons des Audigés, de Metz et de Milly-la-Forêt, de l'autre côté. Eh bien qu'il y reste. Après qu'elle eut signé sa déposition et qu'elle soit partie, Stéphane dit au collègue qui avait assisté au récit de la jeune femme, « Tu vois, ne jamais sous-estimer le pouvoir de nuisance d'une femme éconduite et blessée. » La nuit était tombée. Rémi était assis sur son rocher tout en haut de la forêt. Un haut et long rocher plat, duquel il observait les étoiles. Et sous elles, la lueur des maisons et du monde autour. Cela arrivait à le calmer, parfois. Savoir que les gens dans leur maison préparaient le repas du soir, puis qu'ils iraient dormir, après avoir embrassé leurs enfants. Ils dormiraient sereins. Il lui semblait pouvoir caresser cette sérénité que la nuit lui apportait. Une sérénité qui pourtant se refusait à lui. Il avait tellement de rage en lui. Il en avait parlé au médecin qu'il avait suivi après la mort de son père. Il lui avait parlé de Neige. Mais le thérapeute n'avait pas semblé comprendre son importance. C'était un animal de compagnie, disait-il. Il comprenait que ce fût un moment perturbant de sa jeunesse, mais ce n'était qu'un lapin. Il fallait accepter qu'il soit parti et passer à autre chose. Ce médecin, et tous les autres de toute façon ne comprenaient rien. Neige avait été bien plus qu'un simple animal de compagnie. Pour la première fois, un être vivant lui avait fait ressentir ce que c'était que l'amour et la confiance. Rémi lui disait tout. Il se confiait à lui. Neige était devenue sa joie de vivre,
Il était la lumière d'une étoile qui enfin éclairait son existence. Mais Neige avait été assassiné. À chaque fois qu'il y pensait, la douleur de sa perte enveloppait son âme d'un voile sombre. Allongé sur la pierre à côté de lui, une forme blanche bougea. Le regard de Rémi se posa sur le robot lapin qu'il avait créé. « Je sais que tu n'es pas lui, mais je jure de te protéger de ce monde qui prend le mauvais chemin. Je pensais que mon engagement, ma lutte, contribuerait à la création d'un monde idéal. Mais, tu vois, j'ai l'impression que l'humanité cherche à s'autodétruire. Parfois, je me demande à quoi bon vivre. » Rémi leva la tête vers les étoiles et se mit à chanter. Dois-je rester si tout fuit l'idéal? Comment t'aider à ne plus avoir mal? On voit l'éclat sur le monde quand il dort. Rien ne dure, rien n'est acquis qu'au du sort. Ils disent qui se soucie d'une lueur de moins dans ce ciel aux millions d'étoiles qui scintillent, scintillent, qui se soucie du temps qui passe si nous ne sommes là qu'un instant. Si futile, futile, qui se soucie d'une lueur de moins, eh bien, moi. Dans la nuit, les lumières des voitures de police convergeaient vers sa cachette. « Va te cacher, Neige. Il est temps que tout cela s'arrête. Je ne peux continuer de vivre ainsi. » Le sergent Stéphane Camplin s'équipait et préparait l'assaut avec ses hommes. D'après nos renseignements, notre cible devrait se trouver en haut de cette forêt, au niveau du Grand Rocher. Restez sur vos gardes. Il possède un robot massif et rapide. N'ayez aucune hésitation. Il faut le détruire. Le sergent mit en place les équipes qui montraient en 3 vagues distantes de 100 mètres chacune, et de façon à encercler le sommet en évitant que la cible puisse s'échapper. Ils avaient à leur disposition des lunettes à vision nocturne, des grenades et des fusils d'assaut. La nuit était claire et paisible. Les grillons stridulaient. Une chouette ulula. Et sous un rocher penché sur lequel un arbre avait poussé, une forme sombre s'éveilla. Une forme sombre armée de 2 défenses tranchantes. Un frisson électrique parcourut le monstre qui passa en mode furie sanguinaire. « Sergent, on a du mouvement !» Des détonations retentirent, suivies de cris horribles. L'équipe en soutien se précipita en renfort, orientée par les hurlements et les flashs des armes à feu. Ils découvrirent 3 des leurs déchiquetés. Le sergent Camplin vit une ombre énorme se mouvoir et foncer sur son groupe. Il réagit d'instinct. Son arme crépita et il entendit les balles rebondir sur une surface métallique. Le robot allait les percuter. Stéphane et ses hommes s'écartèrent au dernier moment. L'un des hommes dégoupilla sa grenade et lorsque le monstre fit demi-tour, la lança. Ils se mirent tous à couvert au moment où il cria « Grenade !» L'explosion projeta le robot sur le côté. Ils crurent qu'il allait s'effondrer, mais au dernier moment, il rétablit son équilibre. Il resta quelques secondes sur ses 4 pattes, émit un bruit comme une plainte, puis se détourna du groupe et se mit à remonter la pente avec des bruits de ferraille qui s'entrechoquaient. Ils avaient réussi à le blesser. « Ne faites rien !» ordonna le sergent Camplin. « Suivons-le. » Le sergent espérait qu'il les menât jusqu'à Rémi, et il avait raison. Ils arrivèrent non loin du sommet et virent dans le clair de lune un haut et long rocher plat.
Le robot, claudiquant, s'en approchait. Cachés, armes au poing, ils virent une silhouette s'approcher du robot endommagé. Stéphane lança d'une voix forte. « Rémi Pinault, vous êtes encerclé, rendez-vous !» Rémi se dissimula derrière son sanglier robotique. Il ouvrit un boîtier sur le robot et enclencha le mécanisme d'autodestruction. « Adieu, compagnon d'armes !» murmura-t-il. Le robot fit volte-face. Un sifflement aigu s'échappa de son corps métallique. Rémi attendit qu'il s'élance vers les policiers pour s'échapper, mais un feu nourri s'abattit sur le robot. Rémi se jeta à terre. Les jambes mécaniques du robot chancelèrent. Des flammes bleues électriques s'échappèrent de son corps, et au moment où il s'effondrait terrassé, il explosa. Rémi fut projeté sur la paroi du rocher derrière lui, et retomba au sol, le corps brûlé et les os cassés. Il releva la tête péniblement, usa de ses dernières forces pour lever une main tremblante vers la pénombre de la forêt, et dans un souffle il dit « Va-t'en, Neige ! Neige ! Va-t'en !» Puis sa main retomba mollement sur la terre roussie par le souffle de l'explosion. Lorsque le sergent Stéphane Camplin arriva à son niveau, Rémi était mort. Il observa ce jeune homme au destin tragique. Sa mère l'avait abandonné. Son père n'avait su que le frapper. Et le seul être qu'il avait aimé avait été tué accidentellement, à 10 ans. L'amour se refusant à lui, il avait choisi la haine, la colère, la rage, et n'avait su trouver sa place dans ce monde. Il aurait pu trouver le bonheur, pensa Stéphane avec pitié. Si seulement quelqu'un avait su le comprendre, l'écouter. Lui dire tout simplement « je t'aime » peut-être. Stéphane Camplin pensa alors à ses 2 filles et à sa femme. Une question le traversa soudain. Quel homme serait-il devenu sans elle? Le lendemain matin, Stéphane réveilla ses 2 filles. Il les serra chacune fort dans ses bras. « Je vous aime, mes pitchounettes. » Ça va, papa? T'as l'air tout bizarre. Demanda Maï, la plus grande. « Ouais, ma puce. Je pense juste qu'on ne dit pas assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. » Elle le regarda d'un drôle d'air, puis entoura son cou de ses bras et l'embrassa fort. Léa, la plus petite, restait blottie contre lui avec bonheur. Épilogue. Une semaine plus tard, la forêt avait été réouverte au public. Maï, sa petite sœur Léa, se promenait dans les bois. Léa chantonnait un air. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin. Qui? C'était un lapin. Qui? Elle se tut et se figea. Elle avait cru voir une forme blanche bouger dans les fourrés. Léa, arrête de traîner. S'agaça Maï. Léa scruta un instant encore la forêt profonde, puis regarda sa grande sœur, lui tira la langue, et, rigolant, se remit en marche en tirant sur le bras de Maï comme si c'était elle qui traînait maintenant. Petite sotte. Rouspéta Maï en lui emboîtant le pas. Dans l'ombre des sous-bois, 2 yeux rouges les regardaient partir. Neige, tu ne dois pas faire de mal aux gens. Sauf aux chasseurs, tu comprends? Seulement aux chasseurs. Le lapin avait la gueule grande ouverte. Le canon de son arme y réintégra sa place. Il ferma la bouche et disparut dans les bois. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin. Qui? C'était un lapin. Qui? Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin. Qui avait un fusil? Eh bien, un grand merci pour avoir écouté cette nouvelle jusqu'au bout. Un grand merci à mes 2 nièces qui ont participé à cette nouvelle. Désolé une fois de plus pour vos oreilles. Et oui, il a fallu que je chante et que je joue de la guitare.
Promis, je recommencerai plus. Sur ce, je vous laisse mettre le petit pouce bleu si vous avez apprécié, commenter comme d'habitude, et puis si vous êtes nouveau et nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. À bientôt.